Merci d'être avec nous, Gérald Darmanin. Et quand vous êtes arrivé dans le studio, ça a été l'unanimité. Tout le monde vous trouve en grande forme. Ah, c'est gentil. On a l'impression que vous avez... non, franchement, on a l'impression que vous êtes vraiment heureux je suis pas heureux. Non, mais vous êtes heureux de retrouver, de retrouver vos électeurs, d'aller au combat. D'abord, je suis comme tous les Français. Ma famille, ma femme, mes enfants vont bien. C'est d'abord une très bonne chose. Et puis il y a un moment politique où on doit convaincre les électeurs dans son chez-soi. Chez moi, c'est Tourcoing, la vallée de la Lys. Et je suis heureux de retrouver les personnes avec qui je vis, qui me connaissent depuis longtemps, mais qui savent qui je suis. Et je suis heureux, peut-être, de les retrouver, peut-être plus qu'avant encore. Oui, alors, Gérald Darmanin, moi, on vous connaît tous un peu ici. On a tous vu votre travail depuis ces derniers mois. Et quoi qu'il arrive, on a l'impression que vous êtes quelqu'un de sérieux. Et on a une petite inquiétude, ce sont les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, moi, quand c'était Gérald Darmanin, j'étais pas inquiet. Et là, je me dis, avec ce qui se passe, et s'il n'y a plus Gérald Darmanin qui a tout mis en place pour les JO et pour la sécurité des JO, comment ça va se passer ? D'abord, je suis content qu'au bout de 4 ans de ministre de l'Intérieur, tout le monde me regrette, déjà. J'avais pas aperçu que tout le monde était extrêmement positif sur l'action du ministère de l'Intérieur. Je suis heureux de voir que, oui, on a fait les choses sérieusement. En tout cas, sur les Jeux Olympiques, comme sur tout le reste, j'ai fait le plus que je pouvais, les meilleurs efforts. J'ai pas tout fait bien, mais j'ai donné beaucoup de moyens aux policiers et aux gendarmes. J'ai porté une ligne de fermeté, on a fait beaucoup de réformes, et puis on a préparé ces Jeux Olympiques. Je rappelle qu'on avait d'autres victoires, déjà. La Coupe du Monde de rugby, le troisième plus grand événement du monde, aucun problème. L'avenue du Pape à Marseille, aucun problème. Le roi et la reine d'Angleterre, aucun problème. Le débarquement de Normandie, aucun problème. Et donc ces Jeux se passeront bien. Ils sont très bien préparés. Et si je peux être le ministre de l'Intérieur qui les préside en termes de sécurité, j'en serai heureux. Ça veut dire que la majorité a gagné et que le président de la République me fait confiance. Et si je ne le suis pas, je donnerai au prochain ministre de l'Intérieur un ministère qui aura une augmentation budgétaire, des augmentations d'effectifs, tout le monde qui constate que tout ça est bien préparé, et je travaillerai jusqu'au bout pour ces Jeux Olympiques tant que je serai ministre. D'ailleurs, demain matin, je préside une nouvelle réunion, comme chaque semaine, qui fait le point avec tous les services. Après, j'ai la chance d'avoir des policiers et gendarmes formidables, un préfet de police extraordinaire, Laurent Nunez, un préfet de région Île-de-France, Marc Guillaume, formidable. Et c'est un ministère, vous savez, qui est prêt. On ne prépare pas les Jeux Olympiques 3 semaines avant. Donc, la personne qui me succédera aura plus qu'à mettre les pieds dans des chaussons. Oui, Gilles Verdez. Oui, mais néanmoins, monsieur le ministre, vous avez déclaré que si vous étiez battu, vous n'étiez plus ministre de l'Intérieur. Le délai avant les Jeux Olympiques est très court. On a vu là que les Américains, les Israéliens craignent pour leur délégation, notamment avec cette cérémonie d'ouverture. Il y a eu une seule répétition, c'est une cérémonie à haut risque. Est-ce que vraiment il y aura une continuité de l'État si vous n'êtes plus au ministère de l'Intérieur ? Mais la réponse est oui. D'abord, on n'est pas propriétaire de son poste. Les Français vont voter. Bon, voilà. Vous savez, quand vous êtes maire, moi j'ai été maire de Tourcoing, vous imaginez, vous construisez des choses que votre successeur inaugure. On n'est pas propriétaire du pouvoir. La maire de Tourcoing a inauguré l'école que j'avais construite dans le quartier difficile de ma ville. Et voilà, on peut avoir de la frustration, mais c'est la continuité. Et puis deuxièmement, encore une fois, j'ai entendu beaucoup de choses sur toutes les antennes et la critique est normale. J'ai cru comprendre qu'on était quasiment dans une France orange mécanique du fait des policiers et des gendarmes. Et maintenant, on considère qu'il faut que je reste absolument, même M. Bardella l'a dit très récemment, il faut que je reste absolument parce que tout est parfait. Donc je pense que des deux côtés, c'est excessif. Nous n'avons pas été nuls et je ne suis pas parfait. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que les choses sont bien préparées et tout le monde le dit. Les Israéliens ou les Américains qui sont très attentifs en matière de sécurité nous félicitent d'ailleurs sur ces Jeux Olympiques. Aujourd'hui, par exemple, je continue à travailler, bien sûr. 520 000 enquêtes ont été effectuées sur les personnes qui doivent participer à ces Jeux. On pense évidemment aux agents de sécurité privés, aux bénévoles. 2550 personnes ont été exclues, dont 82 fichiers S. Alors, 104 personnes d'ultra-gauche ou 54 personnes d'ultra-droite ont aussi été écartées. Donc, tous les jours, nous continuons à travailler, à sécuriser le relais de la flamme. On en est à la 40e étape. Tout se passe extrêmement bien. Des millions de personnes sont allées voir cette relais de la flamme. Aucun attentat, aucune violence. Et comme on l'a fait encore une fois pour la Coupe du Monde de rugby, on sera prêt. Alors après, évidemment, si quelqu'un me succède, vient tout changer, ou ne fait pas confiance aux policiers ou aux gendarmes, il peut y avoir des drames. Mais je suis sûr que la personne qui me succédera, encore une fois, aura plus qu'à mettre ses pieds dans des chaussons, parce que ce qui a été fait a été très bien fait, avec une augmentation d'effectifs et un souci de la préparation qui est parfaite. Ça me frustre de ne pas présider à ce que j'ai élaboré et travaillé depuis 4 ans, mais ça s'appelle le service de l'État.
et moi je suis modeste à ma place. Bah c'est rassurant en tout cas, oui Gauthier Lebray. On a la sensation, monsieur le ministre, que vous avez envie de tourner la page quelque part de la place Beauvau, que vous y êtes prêt. Vous dites même que vous quitterez le ministère, même s'il n'y a pas de majorité absolue pour qui que ce soit, même si c'est le grand flou au Parlement le 8 juillet prochain. Vous vous rapprochez d'Édouard Philippe, vous l'avez vu récemment. Moi je ne suis pas ministre de l'Intérieur, c'est pas ma fonction personnelle. Moi je fais de la politique. Bon, on m'a demandé d'être ministre des Comptes publics. J'ai fait baisser le déficit et j'ai fait l'impôt à la source. J'étais très heureux de le faire, j'étais pas spécialiste des finances. Je suis venu à l'Intérieur pour remplacer Christophe Castaner. On m'a demandé de relier le lien que nous avions avec les policiers et les gendarmes. Je pense qu'ils peuvent dire qu'ils ont un ministre de l'Intérieur qui les a écoutés et défendus. Et j'en suis extrêmement fier. Mais c'est pas ma fonction, c'est pas ma définition d'être ministre de l'Intérieur. Si je devais me définir, je dirais que je suis Tourcoing, ça c'est sûr. Et donc, vous voyez, moi je fais de la politique. Je peux pas rester dans un gouvernement qui n'a plus de légitimité. Quand vous êtes patron de la police nationale, ou patron de la gendarmerie nationale, ou patron des services de renseignement, vous avez de la force parce que vous êtes un homme politique légitime. Quand j'ai parlé à votre micro, c'est parce que j'ai une légitimité. Le jour où nous n'avons plus de légitimité, parce que les Français ont changé de bord politique, et c'est leur droit le plus strict, moi je suis un démocrate, je le respecte. Il ne faut pas me demander de diriger des choses très très fortes sans légitimité. Et je ne serai pas ministre de M. Bardella 3 semaines pour lui faire plaisir parce qu'il n'aurait pas assez de compétences chez lui pour présider les Jeux. C'est ça que ça veut dire de me demander de rester. Et encore moins de M. Mélenchon qui veut désarmer les policiers, qui les insulte tous les jours. Donc si la majorité actuelle, d'une manière ou d'une autre, l'emporte et que le président de la République me demande de faire quelques semaines supplémentaires, je le ferai. Évidemment, je ne me déroberai pas, je ne suis jamais dérobé. Même là, quelques semaines supplémentaires seulement. Si le président de la République... On verra bien, parce qu'il choisira un nouveau gouvernement. On sait tous comment ça se passe après des élections législatives. Ça fait 4 ans que je suis ministre de l'Intérieur. Ça fait 7 ans que je suis ministre. Je n'ai que 41 ans, mais ça fait 7 ans. Vous savez que les ministres de l'Intérieur qui ont fait 4 ans, depuis Georges Pompidou, ça n'existe pas. C'est éreintant, c'est difficile. Et peut-être qu'il faut tourner la page et faire autre chose. Moi, je me présente aux électeurs pour être député, pas pour être ministre. Mais je veux vous dire simplement que je ne serai pas ministre, ni d'un gouvernement de M. Bardella, ni de M. Mélenchon. Ils veulent le pouvoir. C'est leur droit le plus strict, c'est la démocratie. Les électeurs vont trancher. Mais alors, c'était pas la peine de me critiquer matin, midi et soir pour me demander désormais de rester parce qu'il n'y aurait personne de compétent pour présider ces Jeux Olympiques. Ce qui est sûr, c'est que tout a été très bien préparé, que tout le monde le dit. Eh bien, c'est une très bonne chose pour la France et les Français. J'espère qu'ils se passeront le mieux possible et j'ai confiance dans les forces de l'ordre. On a Étienne, un auditeur, qui veut poser une question à notre ministre de l'Intérieur. Bonjour Étienne. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur. Vous habitez où Étienne? Pays de la Loire, du côté du Mans. Du Mans. J'ai sévi là-bas. J'ai sévi au Mans. Encore? Ouais, il y a 3-4 ans, je vous expliquerai. Vous faites quoi dans la vie Étienne? Je suis chef d'entreprise. Très bien, vous voulez poser une question à notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, allez-y. Oui, absolument, Monsieur le Ministre. En plus de mon activité de chef d'entreprise, je suis réserviste de la gendarmerie. Félicitations. Depuis plus une quinzaine d'années, merci beaucoup. Moi, aujourd'hui, la grosse problématique qu'on rencontre, c'est le manque de moyens. Le manque de moyens qu'on a, parce qu'on en est arrivé aujourd'hui au stade de devoir acheter notre propre matériel pour pouvoir servir clairement notre pays, notre drapeau et protéger les concitoyens. Aujourd'hui, les législatives qui vont arriver très prochainement, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui tombent du ciel avec des jolies promesses, c'est chouette. Est-ce que par rapport à la police nationale et à la gendarmerie, il y a des projets en ce sens ? Ah monsieur, moi les promesses j'en fais pas, je les ai réalisées. Je vous rappelle que nous avons recréé 200 brigades de gendarmerie. Les gouvernements depuis 40 ans en ont supprimé 500, vous le savez bien. On avait supprimé 11 escadrons de gendarmerie mobile. Nous on a recréé une quinzaine entre les CRS et les gendarmes mobiles, ce qui nous permet d'ailleurs de faire face aux détresses de nos amis calédoniens, que je salue, tout en garantissant le fonctionnement des Jeux Olympiques. Vous aurez constaté, monsieur, qu'avant il y avait ce qu'on appelle le NEO, c'est-à-dire le téléphone qui vous permet de faire votre action de gendarme ou de police à distance numérique pour être plus efficace. Avant, il était collectif, désormais, il est individuel. Désormais, chacun a une caméra piéton. Avant, elle ne fonctionnait pas. Et elles étaient collectives. La gendarmerie de réserve, qui est magnifique, voilà, je salue tous les réservistes de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers volontaires, c'est grâce à vous que l'État fonctionne aussi, bien évidemment. Avant, vos crédits de réserve, c'est-à-dire le fait qu'on pouvait vous utiliser et vous dédommager de votre action de réserve, s'arrêtait en général en septembre, parce qu'il n'y avait plus d'argent pour terminer la fin de l'année. Alors, tout n'est pas rose, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense aux gendarmes de Satori, dont les travaux vont seulement commencer maintenant et qui vivent dans des conditions pas faciles. Je pense à des brigades de gendarmerie dont la rénovation n'a pas été faite encore. Mais quand on a rénové comme moi 700 commissariats et brigades de gendarmerie et qu'on a équipé les moyens des policiers et des gendarmes, j'en ai plus des promesses. Aujourd'hui, vous savez, et je pense que c'est le plus important, c'est les preuves d'amour qui comptent. Je pense que les Français,
Ils en ont marre des promesses. Ils voient bien qu'on va raser gratis 100 milliards ici, 300 milliards là, la retraite à 60 ans, mais pourquoi pas à 50 ans, à 40 ans ou à 30 ans pendant qu'on y est. Le SMIC à 1600 €, pourquoi pas 2000. On vous explique jamais comment on les finance. Ce que je peux vous dire en 4 ans, monsieur, tout n'a pas été parfait, mais je pense qu'il n'y a pas un policier, un gendarme qui n'a pas vu que je l'avais soutenu, vis-à-vis parfois de la justice, vis-à-vis parfois de l'opinion, vis-à-vis parfois des parlementaires. Je vous ai toujours défendu et je vous ai équipé. C'est vrai qu'on aurait pu aller encore plus loin, il y a des choses qu'on a mal faites, mais notamment je voudrais saluer le travail comme vous de citoyens doublement engagés quand on est chef d'entreprise et réserviste. Aujourd'hui, je vais rendre un ministère de l'Intérieur, si je devais le rendre, qui a des crédits qui ont augmenté de 15 milliards d'euros. Et ça, c'est pas des promesses, c'est de l'argent qui est directement dans les caisses du ministère de l'Intérieur. Merci Gérald Darmanin de votre réponse. Étienne, oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Étienne ? Oui. Alors moi j'entends et je vous remercie pour cette réponse. Aujourd'hui, il faut savoir que le réserviste au quotidien sur les brigades, il est quand même primo-intervenant. Aujourd'hui, les caméras piétons, le réserviste n'en est pas équipé. Le PIE, le réserviste n'en est pas équipé. Donc le PIE, c'est autre chose. Mais les caméras piétons, vous en avez évidemment. Là, il y a un petit problème dans votre brigade. Vous me laisserez votre numéro de téléphone. Je vais appeler votre colonel de commande de groupement. On va s'en occuper. En plus, vous savez qu'il va le faire. Je suis sûr que si vous lui laissez vraiment le numéro, il est capable de le faire. Donc, oui, mais j'imagine. Mais non, c'est un. C'est dommage parce qu'on aurait pu vérifier votre information, vous voyez. Il va vraiment le faire, je vous le dis. Oui, mais j'ai aucun doute sur le sujet. Le truc, en fait, ce que je vais vous expliquer, monsieur le ministre, c'est que votre engagement, il est là, il n'y a aucun problème. Et l'engagement aujourd'hui des réservistes, je vous garantis sur le terrain qu'il y est, et il n'y a pas de problème. Mais je pense que sincèrement, au vu de l'insécurité qu'il y a aujourd'hui sur le terrain, je vous garantis que nous ne sommes pas équipés comme on devrait l'être. Voilà. Mais maintenant, monsieur, le sujet, c'est pas, vous le savez bien d'ailleurs, c'est pas tellement la gendarmerie ou la police que la réponse pénale. Vous savez bien que les policiers et les gendarmes, je sais qu'ils sont très courageux, ils interviennent dans des conditions difficiles, ils ne sont pas très bien payés, même si on a augmenté leur rémunération, ils ne sont jamais assez parce qu'il faut plus d'effectifs, mais enfin, tout le monde sait, l'immense majorité des Français qui aiment la police et la gendarmerie comme moi, savent qu'ils les interpellent, vous interpellez les délinquants, souvent il y a une comparution immédiate, mais la peine n'est pas exécutée. Là où nous avons failli, c'est l'exécution des peines, et il faut le dire. Et voilà. Et donc il faudra, dans un deuxième temps, après avoir réarmé la police et la gendarmerie, qu'on réarme encore plus la justice, pas tellement en termes de moyens, parce que le garde des Sceaux a beaucoup fait, mais évidemment en exécution de la peine. On est trop faible avec les délinquants, et ça vous désespère, vous, qui faites un noble travail, celui de gendarme ou de policier. Merci Étienne d'avoir été avec nous, je vous fais de gros bisous. Un grand merci. Merci Étienne. Bon, laissez-moi votre numéro quand même. Étienne, je vous jure qu'il va le faire. Vous allez voir, on va vous le laisser, Gérald Darmanin. Vous n'avez pas, évidemment. On va le laisser à Gérald Darmanin le numéro. Merci. Allez, au plaisir. Gauthier Lebré sur Europe 1, il est 17h44. Vous avez une question à notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Oui, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, dans sa lettre aux Français publiée dans la presse quotidienne régionale, dit que le score des législatives ne sera la faute de personne. Si le Rassemblement national obtient une majorité absolue et que vous devez laisser les clés de votre ministère à un ministre de l'Intérieur du RN, est-ce que vous vous direz c'est quand même un peu de ma faute ? Quand on perd les élections, c'est toujours de notre faute, bien sûr. Quand on a perdu les élections européennes, c'est de notre faute, bien évidemment. Après, ce que a voulu dire le président de la République, c'est qu'il n'y avait pas de jugement moral. Les électeurs votaient et que librement, ils choisissaient leurs gouvernants. Mais s'il y avait eu de meilleurs résultats, le Rassemblement national ne serait pas aussi haut. Si Paris pouvait rentrer dans une bouteille, on serait nombreux à regarder. Donc on peut toujours faire ça. Ce qui est sûr, c'est que quand on perd les élections, c'est de sa faute. C'est pas de la faute du peuple. Ça, c'est certain. Et donc, je pense que ce qu'a voulu dire le président de la République, c'est que les Français choisissent librement leurs responsables politiques. Et s'il avait dit l'inverse, vous auriez dit, mais comment hostile jugé moralement tel parti par rapport à d'autres. En fait, j'ai l'impression que le président de la République, quand il sourit, ça vous va pas. Quand il sourit pas, ça vous va pas. C'était une question, monsieur le ministre. Oui, mais je le dis parce que il est de bon ton d'attaquer le président de la République. Il a des défauts comme tout le monde. Moi, je n'aime pas le fait qu'on morde la main de celui qui nous a nourris, qui nous a nommés. Il a évidemment parfois des différences. J'ai pu m'en expliquer librement avec lui dans son bureau. J'ai même parfois fait des rassemblements politiques comme à Tourcoing l'année dernière pour dire que je n'étais pas d'accord avec la ligne économique et sociale du gouvernement, peut-être pas assez attentive aux petits, aux salariés, aux employés, aux femmes seules. Je l'ai dit librement et je l'ai dit au moment où il était fort, le président de la République. Là, il est évidemment critiqué. Mais je trouve pas ça très élégant, vous voyez, quand on est ministre du président de la République, de le critiquer parce qu'il est en difficulté. Donc moi, je me fais un point d'honneur de le défendre. Comme j'ai toujours défendu les policiers et gendarmes, même lorsqu'il y avait des difficultés pour les policiers et gendarmes. Même si ça coûte mon élection, je suis quelqu'un de loyal. Oui, Géraldine Maillet. Oui, monsieur le ministre. Bruno Le Maire a dit qu'il craignait pour la paix civile si le RN arrivait au pouvoir. Est-ce que vous pensez que cette instrumentalisation de la peur est une bonne stratégie, elle est opportune ? Je pense que les extrêmes au pouvoir, je pense que le RN peut être dangereux, je pense que les filles peuvent être dangereux aussi, il ne faut pas les oublier, les filles, je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont plus peur des filles que du Rassemblement national.
je pense qu'il peut se passer des troubles, parce qu'on peut aussi imaginer que l'ultra-gauche réponde à une élection du Rassemblement national. D'ailleurs, nous nous y préparons. Les services de l'État. Exactement, on a des notes des rassemblements territoriaux qui le disent. Ça ne veut pas dire que les dirigeants du RN ou les électeurs du RN veulent faire des putschs. C'est pas ce qu'a dit Bruno Le Maire. Ça veut dire qu'il peut y avoir un climat de violence. On sait d'ailleurs que notre pays est sensible à la violence. On a vu les émeutes de l'été dernier, et on a vu parfois les gilets jaunes. Tout le monde n'était pas violent, mais une partie était violent. Donc oui, il a raison de dire que ces élections, qui sont quand même un peu originales, peuvent faire naître de la violence dans le pays. Mais moi, je pense que la violence, ce sera plutôt à la rentrée, quand on verra que les promesses faites étaient des promesses en papier glacé qu'on oublie vite, à l'encre sympathique qui s'efface. Ou au contraire, voulant faire leur programme, vont ruiner la France et créeront des difficultés économiques et sociales très fortes. Donc s'il y a des troubles, il y en aura peut-être lors des élections, et je ferai tout pour qu'il n'y en ait pas, ce sera plutôt à la rentrée. Donc Gérald Darmanin, là vous êtes en train de vous préparer, vous savez que voilà, le ministère de l'Intérieur se prépare au cas où pour le 7 juillet. Alors pour le 30 juin et pour le 7 juillet, voilà, on a pris un certain nombre de dispositions. Je préside une nouvelle réunion de sécurité mercredi matin. Ah oui, ça c'est intéressant. Parce que les Français doivent voter librement. Bien sûr. Voilà, et doivent pouvoir garantir la paix publique, quel que soit le résultat des élections. Et ça, c'est mon point d'honneur d'homme républicain. Comme on a pu tenir les élections en Nouvelle-Calédonie malgré les émeutes, je pense que c'est normal que, quel que soit ce que votent les Français, puissent le faire librement. On a une question d'un auditeur qui nous demande si vous protégez spécialement peut-être des préfectures, des endroits, des ministères, les Champs-Élysées. Je ne sais pas, est-ce que vous avez la place de la Concorde, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà Non, c'est les gens que l'on protège. Et vous savez, on connaît malheureusement les foyers où il y a l'ultra-droite ou l'ultra-gauche. D'accord. Nous les suivons. D'ailleurs, je constate qu'il y a des partis politiques qui investissent des fichiers S. Ils vont assez loin quand même dans le déni de la République. Donc, et puis par ailleurs, nous préparons des plans de sécurité. Et le but du plan de sécurité, c'est pas de les dire en général en public. Voilà. D'accord, bah non, c'est bien normal, mais en tout cas, vous préparez à ce qu'il y ait des... Oui, bien sûr. Voilà, on se prépare à tout. Quand on est au ministère de l'Intérieur, on se prépare à tout, tous les jours. Gilles Berdel. Justement, est-ce que dans ces notes... évitez ça, le doigt sur le ministre, s'il vous plaît, merci. Pointez le doigt vers le ministre, excusez-moi. C'est mon enthousiasme communicatif. C'est le ministre de l'Intérieur, quand même. C'est pas Fatou. On va faire rentrer les gardes du corps. Monsieur le ministre, est-ce que dans ces notes reviennent des préoccupations liées à un embrasement des cités, des quartiers sensibles, dès après les élections dimanche soir? Non, nous n'avons pas ça dans ces notes. Après, vous savez, la météo sociale ou la météo sécuritaire, elle est très difficile à prévoir. Déjà, la météo tout court est difficile à prévoir, donc on se prépare à tout. Il peut y avoir, encore une fois, dans l'ultra-gauche et l'ultra-droite, que je ne confonds pas avec les partis qui se présentent aux élections, mais qui peuvent parfois avoir un lien ténu, voire un lien un peu plus profond, il peut y avoir des volontés de déstabilisation, voilà, de libération de la parole violente ou de l'acte violent. Donc notre travail dans une démocratie, c'est qu'on puisse voter librement et qu'on puisse accepter librement et en toute quiétude les résultats d'une élection. Gérald Darmanin, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez ici autour de la table, les amis, bien sûr, d'En Marche sur la tête et les auditeurs, je trouve que vous avez été celui qui a le mieux géré l'annonce de la dissolution et l'après-dissolution. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gauthier Lebray. Je trouve que Gérald Darmanin est celui qui l'a le mieux géré. On a l'impression que vous vous y attendiez, je ne sais pas, on a l'impression que ça n'a pas été une surprise pour vous. C'était la logique des institutions. Moi, je suis gaulliste. L'Assemblée ne fonctionnait plus. Vous savez, notre erreur peut-être est d'avoir fait croire à tout le monde ou d'avoir cru nous-mêmes. Je me mets dedans. Qu'en 2022, on avait gagné les élections législatives. On n'avait pas de majorité absolue. Donc on n'a pas gagné les élections législatives. Certes, on ne les a pas perdues, mais personne ne les a gagnées, mais nous, on ne les a pas gagnées. Et moi, j'ai vu comment il était difficile de faire voter des textes. Courageux, difficile, on est d'accord, pas d'accord. Par exemple, la loi immigration. J'avais présenté une loi, vous avez vu quelle comédie pour arriver à aboutir à un texte. Bon, les 49.3 sur les budgets, les 49.3 sur les retraites, ils nous sont reprochés aujourd'hui. Mais c'est la conséquence de ne pas avoir de majorité en 2022. Et depuis 6 mois, on ne fait adopter aucun texte à l'Assemblée nationale. Et objectivement, à l'Assemblée nationale, c'est le boxon. Moi, j'ai parfois honte, j'avais honte des débats, quels que soient les côtés. Et donc, c'était la logique même des institutions que la dissolution arrive. Alors, je ne savais pas qu'elle arriverait le soir même des européennes. Elle aurait pu arriver 3 mois ou 4 mois après, mais c'était une question malheureusement de temps. Ça veut dire que vous ne dites pas comme d'autres que c'était une folie, puisque d'autres, y compris dans la majorité présidentielle, disent, que c'est une folie. Non, d'abord, je n'ai pas été consulté par le président de la République, je l'ai appris comme tout le monde. Il y a une photo qui est sortie qui montre notre surprise. Objectivement, je ne m'attendais pas forcément au soir même des élections européennes, mais le président de la République il a pris une décision courageuse, qui tranche le nœud gordien, comme dirait Georges Pompidou, et c'est conforme à la fois aux résultats catastrophiques des élections européennes, parce que c'était catastrophique. Voilà, on a pris une défaite, donc il faut l'avouer, et le peuple a raison, et il nous a passé un message, et en même temps,
un fonctionnement institutionnel totalement délirant, alors qu'on a un projet difficile à présenter en septembre, alors qu'il y a la guerre en Ukraine, alors qu'il y a la guerre au Proche-Orient, alors qu'il y a une place en Europe. Donc moi, quand on fait de la politique, c'est la logique institutionnelle. Après, moi, je suis en désaccord avec un certain nombre de mes amis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le pouvoir sans le peuple. Vous savez, c'est comme l'église sans le dogme, ça marche pas très bien. Vous voyez, les gens vont plus dans les églises. Le pouvoir sans le peuple, ça n'existe pas. Donc moi, je pense que les hommes politiques ou les femmes politiques doivent se présenter aux élections, voilà, doivent être légitimes, doivent être élus. Ça me paraît normal et le b.a.-ba de la politique. Je sais que ça, c'est un désaccord que j'avais parfois avec mes amis dans le gouvernement du président de la République, et parfois avec le président de la République lui-même, qui a fait la part parfois aux techniciens, ou aux gens extrêmement nouveaux. Ça a eu son heure de gloire, cette mode, mais on voit bien que c'est un peu passé. Et puis deuxièmement, je pense qu'il faut bien voir que nous ne sommes pas propriétaires de notre charge. Moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur à vie, je ne suis pas député à vie. Le jour où je ne suis plus de politique, je ferai autre chose de ma vie. Et autant je suis passionné de défendre mon territoire, de le Nord, une certaine conception de la politique, autant je ne serai pas malheureux le jour où je n'en ferai plus. Donc, je pense qu'il faut que les femmes et les hommes politiques sachent que quand vous êtes nommés, ça arrive, vous savez, parfois quelques heures avant votre nomination, puis quand vous n'êtes plus en place, vous remerciez la République plutôt que d'avoir des états d'âme. Il vaut mieux avoir des états de service que des états d'âme. Merci Gérald Darmanin d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'était toujours un plaisir, c'est passé très vite. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de votre invitation. C'était un bonheur et merci pour toutes les émissions que vous avez faites avec moi. Et j'espère que vous reviendrez. Quand beaucoup de gens ne voulaient pas venir vous voir. Je sais. Ouais. Voilà. Merci. Tous les mecs, tout le Front Populaire ne veut pas venir me voir. Faudra leur dire. J'ai moins de contacts. D'ailleurs, si on peut éviter de les appeler Front Populaire, moi je les appelle les Fronts Insoumis parce que j'entendais tout à l'heure votre journaliste. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est bien fait. Celui qui est Premier ministre, c'est celui qui a le plus gros groupe à l'Assemblée nationale. C'est les Insoumis qui ont le plus d'investiture. Ce sera M. Mélenchon. Si on pouvait éviter de mentir en plus d'être méchant, ce serait bien. On est assez d'accord. Merci Gérald Darmanin d'avoir été avec nous tout de suite. C'est Punchline avec Laurence Ferrari sur Europe 1 et sur CNews.